Bonjour à toutes et à tous, évidemment merci aux organisateurs du colloque du DU Santé et Précarité de m'avoir invité à participer aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Roland Tanto, je suis médecin généraliste au CHU de Bordeaux au sein de la permanence d'accès aux soins de santé, ainsi qu'au l'IEL soins de santé du diaconat de Bordeaux, donc la PAS du CHU où je divise mon activité entre donc la PAS généraliste adulte, un dispositif de consultation pluridisciplinaire adapté aux personnes en précarité, la PAS mobile, un dispositif d'aller vers, et donc au diaconat, l'IEL soins santé, un établissement médico-social pour les personnes sans domicile. Donc à travers ces trois prismes, moi je voulais partager avec vous quelques éléments de repérage et d'action face à l'isolement social chez les personnes en situation de précarité à partir de mon expérience de terrain en tant qu'acteur de soins de premier recours. Pour commencer, les publics que nous rencontrons, qui sont fréquemment concernés par l'isolement, ils sont assez divers, polymorphes. Rien de très surprenant, mais on y retrouve des vulnérabilités sociales, des personnes sans domicile, notamment pour des parcours de rue de plusieurs années, des personnes ayant perdu les revenus, les activités professionnelles, des caractéristiques sociodémographiques, personnes qui sont migrantes, confrontées notamment à la barrière de la langue, des personnes âgées qui ne sont pas les plus fréquemment rencontrées dans les situations de précarité, malheureusement, puisqu'elles sont touchées par un vieillissement prématuré, une espérance de vie qui est diminuée. Les femmes qui, également, dans mes populations, dans mes files actives, sont pas les plus représentées par rapport à la population générale, mais qui, lorsque nous les rencontrons et qu'elles cumulent des vulnérabilités, sont exposées à des risques liés à l'isolement qui sont assez importants et des problématiques médicales qui exposent particulièrement à l'isolement, évidemment les troubles psychiatriques, les addictions, les handicaps et limitations, notamment cognitifs et parfois des troubles cognitifs finalement assez fréquemment précoces, on parle de avant 60-55 ans, et donc ce sont des vulnérabilités que je vois fréquemment associées à une rupture progressive des liens sociaux. Alors comment en pratique on essaye de repérer ces situations? Nous, on essaye d'intégrer systématiquement cette question de l'entourage des ressources de la personne dès la première évaluation, et explorer le parcours de vie nous permet d'identifier les ressources disponibles que va avoir la personne, l'entourage familial, amical, communautaire et les activités qui persistent, professionnelles, bénévoles, occupationnelles notamment. L'existence ou non d'ailleurs de ces ressources, c'est un indicateur important. On sait que l'isolement constitue à la fois un facteur de dégradation de la santé et est une conséquence des difficultés sociales et médicales rencontrées. Donc, comme mon activité se partage entre des consultations en structure hospitalière, en établissements médico-sociaux et de l'aller vers, je distingue un petit peu les approches avec quelques petites particularités. Quand on est en structure, les personnes viennent à nous, parfois accompagnées, la plupart du temps seules. Il me paraît important de noter de garder une position initiale neutre vis-à-vis de l'entourage, de ne pas forcément surestimer les capacités que ça va pouvoir donner dans le parcours des personnes. Certains accompagnants constituent pour nous de véritables ressources, mais d'autres peuvent fréquemment être impliqués dans des situations d'emprise, voire d'exploitation. Et donc c'est essentiel pour nous de préserver systématiquement du temps d'entretien confidentiel avec les patients pour avoir une évaluation fiable de sa situation, quitte à l'imposer, enfin gentiment, ce cadre en tant que professionnel, car il peut être difficile lorsque l'on propose un temps confidentiel devant l'accompagnant et que c'est au patient de se prononcer, pour lui, s'il est sous emprise, c'est plus compliqué de refuser. Donc on utilise un petit peu notre position pour ça, et ça me paraît important. Et dans le cadre des démarches d'aller vers, c'est très différent. C'est un moment où en fait évidemment on devance la demande, contrairement à la structure où on vient vers nous. Alors
pour dire aussi comment on repère, c'est la plupart du temps par signalement extérieur, signalement partenarial principalement, parfois signalement citoyen, éventuellement sur des situations aiguës, épidémiques, on a des demandes et des informations institutionnelles de l'agence régionale, mais c'est relativement ponctuel. Et donc, dans cette démarche d'aller vers, l'objectif initial est d'abord de créer le lien. Et donc, il faut savoir, avant tout, prendre le temps, on en parlait tout à l'heure, prendre le temps, installer la régularité qui permet de créer la place et le lien de confiance. Privilégier, enfin laisser la place de l'expression donc en étant présent, sans être intrusif, privilégier les questions ouvertes, accepter le refus, ce qui est parfois pas forcément facile dans notre positionnement professionnel, mais c'est important. Adapter donc son intervention au rythme de la personne. L'idée c'est de distinguer insistance et persistance. Il faut évidemment pas contraindre, mais maintenir une présence et renouveler les propositions lorsque cela paraît pertinent et qu'on n'a pas pu accéder à une réponse positive initialement. Ensuite, une fois l'isolement repéré, se pose la question des moyens d'action. Alors si on est effectivement souvent pas en capacité de répondre à toute la problématique médico-psychosociale complexe que peuvent présenter les personnes précaires, n'empêche que notre premier outil, c'est nos ressources internes, qui sont le premier levier. Grâce à des dispositifs adaptés qui permettent le travail pluridisciplinaire, on pourra prendre en charge simultanément les dimensions somatiques, médicales, psychologiques, psychiatriques et sociales. En se mettant en disposition, en garantissant notre disponibilité, on pourra rassurer les personnes sur la possibilité d'accueil, de renouveler l'accueil et de permettre donc d'exprimer des besoins tout de suite ou plus tard. Et parfois en programmant des suivis de façon plus rapproché que ce qu'on aurait initialement prévu d'un point de vue strictement médical, on permet aussi de créer ce temps qui peut permettre d'installer ce lien et donc qui va, on l'espère, faire émerger des besoins ou des obstacles qu'on n'aurait pas tout à fait imaginés ou compris. Mais ces ressources, du coup, on le sait, ne suffisent pas toujours, voire pas souvent. Et donc le travail en partenariat, la connaissance du réseau est vraiment un des piliers de la prise en charge. Selon les besoins, nous pouvons orienter lorsqu'on identifie des situations d'isolement, vers des acteurs extérieurs, notamment, je pense, pour permettre de rompre l'isolement, des structures d'accueil de jour, des associations d'accompagnement social, des dispositifs spécialisés pour l'accueil et l'accompagnement de femmes, l'accueil et l'accompagnement de personnes migrantes, des personnes LGBT+, éventuellement aussi des structures d'aide alimentaire et aussi vers souvent les structures d'hébergement d'urgence, puisque la plupart du temps on rencontre des personnes qui sont sans domicile et donc par définition assez souvent facilement isolées. Donc l'objectif, ça va être de proposer des lieux d'accueil, des espaces de repos, des activités, des démarches administratives ou des occasions de maintien du lien social, notamment dans certaines situations que l'on rencontre très fréquemment de pathologie psychique ou psychiatrique où l'état psychique est fragilisé. Ce travail d'appui à la rupture de l'isolement en orientant vers des lieux où on peut se faire accueillir, se reposer, s'occuper. Ce travail-là, il fait pleinement partie de la prise en soin initiale, à mon expérience, au même titre finalement que les traitements psychothérapeutiques, les traitements médicamenteux. C'est important d'avoir cette dimension en tête toujours. Et en fonction des situations, de leur complexité, on peut avoir besoin aussi de signaler à nos partenaires. On parlait des différentes associations et des lieux d'accueil, mais aussi aux équipes d'Aller Vers,
qui donc vont pouvoir, qui jouent un rôle majeur dans le repérage, dans la création de liens. Je pense pour notre réseau local, notamment aux partenaires du Salut social de l'association laïque du Prado, des médiateurs de Bordeaux Métropole, des choristes du CCAS, de nos partenaires hospitaliers, c'est-à-dire de l'équipe mobile psychiatrie précarité de Charles Perrins et nos dispositifs d'aller vers du CHU à destination des personnes précaires, pardon, que sont les équipes mobiles santé précarité ou la passe mobile. Et néanmoins, il faut quand même garder à l'esprit que, évidemment, l'isolement ne disparaît pas du jour au lendemain une fois qu'on l'a repéré, qu'on a mis des moyens d'action. Donc les évolutions étant lentes et nécessitant un accompagnement durable et donc un soutien, il faut penser à soutenir, à re-questionner régulièrement la situation et à encourager la persévérance, puisque quand les personnes font face à des cumul de difficultés, parfois elles peuvent avoir d'autres priorités que se rendre dans un lieu qu'elles ne connaissent pas. Donc c'est important pour nous de garder ce positionnement si on le peut. Et donc, dans les modalités d'action, alors je voulais parler un petit peu à part des cas des liens de soins santé, et notamment ça me semble intéressant de mentionner parce que c'est aussi une expérience d'hébergement collectif. Donc juste pour les représenter rapidement, c'est des établissements médico-sociaux qui accueillent temporairement des personnes sans domicile, dont les soins sont rendus difficiles ou impossibles par l'absence de logement. C'est des structures qui proposent un hébergement, une présence infirmière quotidienne, une coordination médicale, un accompagnement social et des prestations du coup hôtelières, donc hébergement, nourriture, etc. Un accompagnement du coup global. Alors c'est vrai que leur vocation première, elle est plutôt médicale. On voit beaucoup de patients en post-hospitalisation. Mais j'y ai pensé puisque il me semblait qu'on observait parfois un effet secondaire intéressant pendant ce séjour de création, de restauration de liens sociaux. Puisque le cadre d'hébergement collectif, les interactions avec les professionnels et les autres résidents peuvent parfois contribuer à rompre un isolement ancien, favoriser une dynamique de reconstruction. Évidemment, cela dans la limite d'une orientation qui est d'abord sur motif médical et pas sur motifs sociaux. On ne fait pas partie du parcours d'hébergement classique. De limites finalement de place parfois. Et de profils aussi pas toujours compatibles avec la vie en collectif et qui ne pourront pas se maintenir. Et donc, pour finir et pour illustrer un petit peu ça, je voulais parler de deux exemples de parcours que j'ai rencontrés au LIEL Soins Santé qui me semblaient intéressants de mettre en avant. Il s'agit de deux personnes françaises isolées sans domicile, l'une dont le lien initial était fait par un dispositif d'aller vers, une autre par l'hôpital. Le premier exemple était celui de Monsieur M, 37 ans. Son parcours, il était marqué par des ruptures familiales répétées depuis l'adolescence, peut-être en partie avec ses troubles du comportement. Et sans logement depuis plusieurs années, il vivait sous tente, il était totalement isolé. Il avait été repéré grâce à un signalement citoyen, bénéficié de nombreux contacts avec les équipes du Salut social, mais il refusait la plupart des propositions. Et sa situation, elle a évolué à l'occasion d'une hospitalisation urgente pour une intoxication au monoxyde de carbone liée à ses conditions de vie. Malheureusement, il serait chauffé en faisant chauffer du charbon dans une tente. Je vous laisse imaginer que ça fait pas respirer bien. C'est donc le lien préexistant avec le SAMU social qui a permis un relais post-hospitalisation et pour la première fois une petite mise à l'abri. Un hébergement temporaire. Une évaluation ensuite psychiatrique a été demandée par le MPP. Alors, elle a mis en évidence un trouble schizophrénique ancien. Et contrairement à ce qu'on aurait pu craindre dans ces situations, finalement, le traitement ou le suivi proposé, ils ont été acceptés d'emblée par le patient. Et
Il a accepté aussi très rapidement une admission à l'IEL Santé qui avait été demandée pour faire le bilan somatique post-hospitalier et aussi beaucoup pour capitaliser sur cette initiation de parcours de santé psychique et de parcours social. Et on a pu voir que pendant le séjour, l'état psychique s'est doucement amélioré, les liens familiaux ont pu être réactivés très progressivement. Plusieurs démarches sociales ont été initiées. Malheureusement, à la sortie, quand le bilan médical était totalement fait, il n'y avait pas de solution définitive possible. Mais il a pu accepter et bénéficier de relais en hébergement d'urgence, un maintien de suivi toujours auprès du SAMU social, quelques liens, visites familiales. Et quelques mois plus tard, il a pu intégrer un appartement de coordination thérapeutique, un chez soi d'abord, donc une situation un petit peu de stabilisation plus à moyen terme, adaptée surtout à sa santé. Et je trouvais que ce parcours, il illustrait bien l'importance du travail coordonné entre les équipes mobiles, l'hôpital, les structures médico-sociales et les partenaires sociaux. Tous les problèmes, évidemment, n'étaient pas résolus en quelques mois, mais mine de rien, il y a eu une dynamique positive qui a été enclenchée et qui a abouti à une amélioration significative de la situation d'isolement, de la santé somatique et psychique et de la situation sociale on va dire autour de 6 mois. Et le dernier exemple, pour Madame... Merci. Ouais. Oui, rapidement. Pas rapide. Bon, Madame K, elle, c'était une dame qui est partie vivait à domicile, travaillait, gros problème de santé énorme. Tout se casse la figure au niveau social, elle se fait expulser, elle a plus de revenus, elle vit dans sa voiture, elle accepte plus rien, elle se présente à l'hôpital en urgence, elle ressort rapidement, elle arrête tous ses soins. Donc on voit que là on part vers une situation qui va être rapidement catastrophique. C'est l'hôpital qui a maintenu le lien, qui a persisté, qui a fini par faire accepter une admission à LHSS malgré une situation qu'on trouve assez difficile en tant que professionnel, qui est une opposition passive, vraiment, on n'accepte rien, on refuse rien, mais rien ne se passe. Finalement, au début, on croit qu'on va avoir la même chose, on n'arrive à rien faire. Et en fait, on n'avait pas vu venir, mais pendant le séjour, il y a quelques petits points d'accroche qui arrivent. Il y a surtout des liens avec des résidents qui ont vécu les mêmes parcours, qui se créent. On voit qu'il y a un changement à partir de là et qu'au moment où on évoque la sortie, puisque au niveau médical c'est fini, là il y a un vrai changement. On ne veut plus retourner à la voiture alors qu'avant on disait oui je sors de l'hôpital, je vais chez des amis, c'est pas vrai du tout, et retourner dans sa voiture. Là c'est plus une situation qu'elle accepte. Elle accepte enfin d'être dans le circuit de l'hébergement d'urgence, elle suit un petit peu ses démarches, elle revient auprès des résidents avec qui elle a tissé des liens et finalement aussi elle aboutit à une solution d'hébergement à moyen terme. Et donc là aussi, finalement, en quelques mois, en moins d'1 an, on est passé d'un isolement quasi total qui allait vers une situation assez dramatique à une meilleure stabilisation. Les pathologies, bon, elles sont palliatives, elles sont là, mais les soins, ils sont suivis. Et on est dans un contrôle, je pense, beaucoup plus satisfaisant. Et donc, voilà, sur ces exemples, je pense que ça nous montre que nos interventions, si elles sont avant tout centrées sur la santé, elles produisent parfois des effets qui dépassent largement le cadre médical. Et donc, pour conclure, j'en retiens encore maintenant le lien. En coordonnant les acteurs, en persévérant malgré les refus ou les difficultés, nous contribuons parfois à transformer durablement l'environnement social des personnes accompagnées. Ces évolutions, elles sont ni systématiques ni spectaculaires. Elles demandent du temps, de la patience, une coopération étroite entre de nombreux partenaires. Mais lorsqu'elles surviennent, elles nous rappellent que la lutte contre l'isolement fait pleinement partie de la prise en soin de ces personnes les plus vulnérables. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Ronan.